Bonjour Cyril Guimard, très content de Bonjour. vous retrouver sur Cyclisme Actu. Ça y est, le Tour de France est terminé. 3 semaines de course éprouvantes sous la chaleur, dominées par Tadej Pogačar, qui s'est soldé ce dimanche par la victoire de Mathieu Van Der Poel, au terme d'une belle bataille, avec Tadej Pogačar notamment. Il y a une question que tout le monde se pose, pourquoi on a gelé justement les temps sur cette dernière étape, étant donné que on a ajouté la triple ascension de la butte Montmartre. De ton point de vue, est-ce que c'est mieux de geler les temps pardon, sur cette dernière étape, ou est-ce que on doit laisser la course se faire? Bah, c'est une question intéressante. Elle est un petit peu philosophique, on va dire. Les premières fois où il y a eu des temps gelés sur les Champs-Élysées, ça remonte en 1977, ou tout du moins les 77 ou 75, je sais même plus. Enfin bref, où il avait plu sur les champs, il y avait eu une grosse chute et c'était Thévenet qui était maillot jaune. Donc derrière, quand on arrive sur les champs et qu'il pleut, ça devient une patinoire liée au trafic automobile permanent. Et bon, tout le monde avait adhéré à cette idée. Depuis, il y a plein de choses qui se sont générées, puisque s'il y a du vent, on fait pas le circuit final. S'il pleut, on fait pas le circuit final. Donc, il y a des choses qui sont un petit peu rentrées dans les mœurs. Est-ce logique ou n'est-ce pas logique? Si on va sur un plan purement éthique sportive, il y a une ligne de départ et une ligne d'arrivée. La ligne de départ, eh bien, c'est le premier jour et la ligne d'arrivée, c'est le dernier jour. Donc logiquement, les temps doivent être pris, sauf effectivement conditions que j'ai évoquées tout à l'heure, euh, non maîtrisables. Mais là, ça l'était dimanche. On aurait pu très bien faire l'arrivée finale et prendre les temps sur la ligne d'arrivée. Mais déjà, il faudrait peut-être commencer par autre chose. C'est ne pas faire tout leur protocole au départ de l'étape, puisque le départ est donné et il n'y a pas de course. La course est neutralisée, puisqu'on fait une sorte de défilé. Bref. Et on boit une coupe de champagne, c'est peut-être pas la meilleure chose, avec modération quand même. Oui, moi personnellement, et je l'ai déjà dit, il y a une ligne de départ, on ne fait pas un protocole photo après une ligne de départ. C'est comme si le jour de la finale de la Coupe du Monde de football, vous avez tous les joueurs qui arrivent avec leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs mamies, et qu'on fait bonjour à tout le monde, et puis au bout de 20 minutes, bah tiens, si on commençait à jouer au ballon. C'est un peu ça. Alors, après, il y en a d'autres qui vont vous dire, oh, oui, mais vous comprenez, ils ont fait 3 semaines, on va quand même pas casser. Oui, vous comprenez. Alors moi, dès que les gens disent oui, vous comprenez, là, je comprends plus. Mais on ne reviendra pas en arrière aujourd'hui. Mais sachez que si les chronos avaient été pris sur la ligne d'arrivée, c'est que ça aurait peut-être été sur le podium. C'est ce que j'allais dire avec la crevaison de Del Toro notamment, qui a perdu, je crois, plus de 11 minutes sur la ligne. Après, Oui, alors les 11 minutes, parce c'est... qu'il y a pas les Voilà, temps. Alors voilà, exactement. La Exactement. course ne serait pas passée de cette façon-là. Pogačar n'aurait pas, avec Van Der Poel, attaqué dès le premier tour, n'aurait pas attaqué au deuxième, n'aurait pas attaqué au troisième, et l'ensemble de l'équipe se serait arrêté pour attendre Del Toro et le ramener. Mais on peut dire que c'était possible. Maintenant, est-ce que c'était souhaitable? Je ne le crois pas. Mais, euh, mais une course, elle doit aller à son terme. Et là, on s'organise de plus en plus par une forme de corporatisme à faire en sorte que les arrivées ne sont pas sur la ligne d'arrivée. Parlons maintenant de Tadej Pogačar. Il est rentré dans le club des cinq, et vainqueur de 5 Tours de France. Qu'as-tu pensé de ces 3 semaines de course de Tadej Pogačar? Bien, Pogačar a marqué son territoire d'entrée dès la sixième étape à Gaverny. Où là, il a fait les écarts qu'il fallait faire. Et à partir de ce moment-là, il a démontré que c'était lui le vrai patron pour ceux qui en doutaient encore. Et ensuite, au fil des étapes, on s'est rendu compte que
personne ne pouvait véritablement l'attaquer sans prendre de gros risques. Il y a eu la montée de Lioran où là, il a précisé les choses de façon définitive. Et puis, dans les points clés du tour, après, il y aura bien sûr l'abandon sur chute de Vingegaard, mais qui n'aurait rien changé pour le classement général final. Sauf si on avait inversé effectivement la chute et pas Vingegaard, mais Poggi. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, on a eu un Pogačar qui a parfaitement bien géré sa course sur les 3 semaines avec des managers de qualité et un esprit qui était, j'ai presque envie de dire, presque chevaleresque dans la mesure où il a laissé la course se dérouler en dehors du classement général, ce qui a permis de voir des étapes absolument extraordinaires avec un Pedersen, Matt Pedersen qui a été énorme sur ce Tour de France. Il y avait Pogačar et Pedersen. Donc il a laissé se développer les échappées, la course se faire. Ce qui fait que pour les spectateurs, et beaucoup plus pour les téléspectateurs, ça a été un tour, du moins à mon avis, ça a été un tour très plaisant. On ne s'est pas ennuyé. Tous les jours, il y avait une nouvelle course pour le classement général. De toute façon, restaient les places d'honneur à fixer. Elles se sont fixées naturellement et toutes seules. Donc oui, un tour plaisant. Et puis pour moi, un très grand moment de course qui a été cette fin sur les Champs-Élysées avec Pogačar et Mathieu Van Der Poel. Ça a absolument été sublime et un Mathieu Van Der Poel qui une nouvelle fois a démontré qu'il était capable de monter à des niveaux de lactate que seuls certains coureurs, et surtout les pistards, les coureurs qui faisaient le kilomètre au championnat du monde ou aux Jeux Olympiques, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'il le fait, ce genre de choses. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas pris son taux de lactate dans les minutes qui ont suivi l'arrivée. On aurait sûrement été très, très surpris. Et surtout pour un routier. Mais en cyclocross, il avait déjà bien développé cette qualité et c'est ce qui lui permet de réaliser un exploit absolument extraordinaire. Et puis, comme je suis un petit peu chauvin, j'ai été longtemps l'équipier de Raymond Poulidor, c'est un peu une victoire française. Voilà, c'est 50-50. On va dire ça comme Ah ça. oui, la génétique a quand même ses lois. C'est ça, c'est ça. Juste On pour l'oublie trop souvent d'ailleurs, hein. c'est ça. Et Juste pour Raphaël Gimignani, qui devait être né en Italie, on a toujours considéré qu'il était français. Bon, les jeunes ne connaissent pas Raphaël Gimignani, mais c'est pas grave. mais oui, pour revenir justement à Tadej Pogačar, est-ce que on peut pas vivre ça en tant que spectateur, une forme d'insolence de la part de Pogačar qui laisse la victoire à son coéquipier Del Toro, qui roule pour lui carrément sur des étapes de montagne? Non, c'est logique, c'est tout à fait. Il y a rien d'anormal dans le comportement de Pogacar. Le problème, c'est que quand vous avez un coureur qui domine, comme c'est son cas depuis 7 ans, parce que 5 victoires, 2 places de deuxième, on disait la même chose de Jacques Anquetil, on disait la même chose de Dimmerck. À partir du moment où vous dominez, dès que vous faites quelque chose, c'est critiquable. Et ça correspond pas à plus forte raison. Aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux qui ont pris la place de toute autre forme de commentaires, avec tous les excès que l'on connaît, et surtout un certain nombre d'ailleurs de commentaires de gens qui sont ni experts ni connaisseurs, et qui en termes très clairs n'y connaissent rien, et ne parlent qu'au travers des émotions de ce qu'ils vont ressentir. Mais la réalité de la course, que ce soit Jacques Anquetil, j'ai vu Jacques Anquetil faire cadeau d'étapes à ses équipiers, j'ai vu Jalabert le faire. Attendez, c'est pas Bernardino également, mais ça fait partie. Si tu ne sais pas comment fonctionne une équipe, tu ne sais pas comment est l'ambiance, quelle est la culture de l'équipe, vu de l'extérieur, tu peux pas tout comprendre. Mais
On a même vu Sexas d'ailleurs le faire l'an dernier dans une course à étapes avec l'un de ses équipiers. Et on n'était pas sur le Tour de France. Mais le nombre de fois où les coureurs vont faire des cas parce qu'ils ont de l'affect pour tel coureur ou pour tel autre, ça rentre dans un esprit tout à fait normal. Quand on voit par exemple sur les Champs-Élysées, Sexas qui roule pour Coy, on dit ah c'est formidable, il sait aussi être équipier. Mais faut être imbécile pour dire ça. Ça n'existe pas, ça. Quand tu es leader et que tu te mets en position d'équipier, oui, il y a des coureurs qui ne le font pas. Pas obligatoirement les plus grands. Tous les plus grands l'ont fait. Donc, Pogacar, il fait cadeau d'une étape, c'est vrai, mais c'est formidable. Après, on va lui reprocher, s'il l'avait gagné, on aurait dit, ah oui, mais enfin, il aurait pu laisser gagner son équipier. Et merde. Exactement. On va parler maintenant de Paul Sexas. T'étais pas forcément favorable à ce qu'il fasse le Tour de France pour la première fois à 19 ans. Est-ce que après avoir vu ces 3 semaines de course, ton avis est toujours le même ou tu penses que c'est très bien qu'il ait fait ce Tour de France, surtout avec sa quatrième place? Non, j'ai pas changé d'avis. J'ai pas changé d'avis. Je vais le répéter. On ne perd pas de temps quand on est patient. Il part dans un tour où on sait qu'il y a un coureur qui va dominer les débats, qu'il a deux ou trois coureurs qui sont au minimum à son niveau, voire supérieur. Il a appris quoi dans le tour? Moi, je vais vous dire ce qu'il a appris dans le tour. C'est extraordinaire. Il connaît bien le cul de Pogachar et bien le cul de Del Toro. Il a passé son tour dans la roue de Pogachar et de Del Toro. Ça, il les connaît par cœur. Il connaît le coup de pédale par cœur. Et après, il a appris que c'était dur. Pas besoin de faire le tour pour apprendre que c'était dur. Qu'il attende le moment où il était mûr pour venir tenter de gagner le tour. Mais pour moi, je ne change pas d'avis. Il pouvait attendre. Et je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Euh, on fera le bilan dans 10 ans. Je serai peut-être plus là. Pour toi, il remplit évidemment toutes les qualités pour remplir le Tour de France un jour. Oui, peut-être. Peut-être, regardez, vous prenez Ayuso au même âge, il fait troisième ou quatrième, je crois, du Tour d'Espagne. Troisième, il me semble, du Tour d'Espagne en 2022, Oui, je bon, crois. il avait le Comme même ça. âge. Ouais, voilà, il avait le même âge. Et, et aujourd'hui, il est largué dans toutes les grandes étapes de montagne. Mm. Point. En ce qui concerne le bilan des Français, il n'y a eu aucune victoire française cette année sur le Ah, Tour de si, France, si, Van Der Poel a à gagné part une Van course. Der Poel, si on considère qu'il est franco, voilà. Mais c'est vrai que voilà, il n'y a Mais pas on eu le vraiment le. considérerait, imaginons, malheureusement, c'est pas le cas, et que Raymond Poulidor soit toujours là. Bien sûr, et là, on aurait parlé de Van Der Poel, de ses origines familiales. Évidemment, évidemment. Mais c'est vrai que on n'a pas vu vraiment le drapeau français sur la première place durant ces étapes. C'est la première fois depuis 1999 qu'il n'y a pas eu de victoire française. Euh, Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire les coureurs français pour gagner une étape? Rouler plus vite ou bien courir. Euh, non, on aurait pu avoir une victoire française, mais pour gagner un, il faut être le plus fort quand on est dans une échappée. Ça, c'est une évidence. Et quand on est le plus fort, faut pas faire n'importe quoi. Donc voilà, on a un coureur qui aurait pu éventuellement aller chercher une victoire d'étape dans l'Alpe d'Huez. Il a fait n'importe quoi. Mais vous savez, quand on prend le départ du Tour, et là je parle de Lenny Martinez, et on ne sait pas s'il fait le général, s'il fait le grimpeur, s'il fait les étapes. Je vais encore me répéter, quand on ne sait pas ce qu'on vient chercher, on ne va pas le trouver. Ou il venait pour le général, ou il venait que pour des étapes, et s'il vient pour une étape, on commence pas à refuser les relais au pied de l'Alpe d'Huez. Quand en plus, vraisemblablement, il était le plus fort et le plus vite.
Et quand en plus il y a Pogacar qui attaque derrière et qui revient très Oui, très mais fort. vous savez que si je vais plus loin dans le raisonnement, si il collabore dès le pied avec ses deux compagnons d'échappée, Carapace et Kuss, je suis pas certain, je suis même presque sûr que Pogacar ne les rejoint pas. Il va venir mourir à deux portées d'arquebuse, mais il va pas les chercher. Mais le plus fort dans cette échappée et le plus fort au sprint, c'était Martinez. Donc Martinez gagnait l'étape. Mais pour ça, fallait encore qu'il roule, ou fallait peut-être qu'il ait des conseillers qui lui disent ce qu'il fallait faire. Eh, vous savez, quand vous voulez le beurre, l'argent du beurre, sans savoir qu'il faut aussi une crémière, ben vous vous retrouvez avec le papier gras. J'avais juste une dernière question concernant l'évolution du cyclisme actuel. Tu parlais tout à l'heure de Paul Sexas qui est resté dans le sillage de Pogacar, de Del Toro. Est-ce que c'est pas justement à cause des capteurs de puissance qui ces coureurs ont tout le temps leur nez dans leurs données? Est-ce que ça tue pas un peu le cyclisme panache qu'on voyait il y a quelques années? Oui, alors ça, je l'ai déjà traité 1000 fois à peu près, mais on ne changera rien. Il y aurait des moyens de changer les choses, c'est l'application de la loi. Euh, pour les raisons de sécurité. Et dès qu'on parle de ça, hop, il n'y a plus personne, envolée de moineaux, il faut surtout pas toucher à cela. Bon. Et pourtant, on n'arrête pas de parler de sécurité. Maintenant, les coureurs, tous, hein, tous ceux qui sont au niveau pro sont formatés. Pratiquement, ils sont plus capables de même monter sur le vélo sans avoir tous les supports technologiques. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas s'ils n'ont pas leur compteur, leur computer sur le guidon avec GPS, puissance, fréquence cardiaque, fréquence de pédalage, etc., ils savent plus faire du vélo. Donc, si vous les retirez, ça va être compliqué. Les seules courses où ils n'ont pas le droit, c'est les championnats nationaux, tout du moins en France, et les championnats du monde. Et je crois les Jeux olympiques aussi. Ben, on a quand même de belles courses. On a quand même de belles courses. Donc, le fait d'avoir leur watt en permanence pour savoir s'ils vont sauter, pas sauter, ah, il faut qu'on monte à 420 watts. À 420 watts, ah bah là, je sais que je tiens 20 minutes. Si je mets 410, bon, je caricature, bah, je vais tenir 25 minutes. Mais en revanche, je sais que, par exemple, Pogacar, lui, à 450, il peut distribuer des bonbons sur le bord de la route. Donc, je ne bouge plus. Je ne prends pas de risque. Même aujourd'hui, regardez, quand Pogacar, il attaque, on va même plus le chercher. Parce qu'on sait que si on prend sa roue pendant 400 mètres, on est mort. Et déjà, il faut la tenir pendant 400 mètres. Et après, tu te prends 3 minutes. Donc, en fait, on fait un contre-la-montre avec les watts. Pogacar attaque. Bon, on sait que lui, de toute façon, il a 30 watts de plus que nous, donc c'est pas la peine. Donc moi, je vais me mettre à mon seuil et je vais faire un petit contre-la-montre jusqu'à l'arrivée. Et donc, je sais que je vais perdre, suivant que Pogacar a attaqué à 3, à 5 ou à 7 kilomètres, je vais perdre de temps. Et puis après, la course va bouger un tout petit peu parce qu'il faut aller chercher les accessites. Bon, ça, c'est un petit peu gênant. Et c'est là où j'aime bien un coureur comme Van Der Poel ou comme Pedersen. Euh, Ils sont généreux dans l'effort. S'ils se font éclater les cuisses, eh ben, elles éclatent. Mais on fait la course. Et puis, eh bien, vous avez les épiciers qui vendent des watts toute la journée. Mais on ne changera rien. Et ben, c'est le mot de la fin, Cyril Guimard. Merci de nous avoir accordé cet entretien, encore une fois, et c'était un plaisir pour moi et je pense pour
tous les internautes de vous Ben, écouter. j'espère. Ah ben, j'espère aussi, tout simplement. Merci encore, Cyril Guimard, et puis à la prochaine. Et bonnes vacances à tous. Bonnes vacances.